en parlant donc du déroulement du procès des événements du 28 septembre. C'est pourquoi, monsieur Sall, on vous a fait appel, puisque vous êtes partie prenante en tant que partie civile à ce procès. Vous étiez là du début jusqu'à la phase des plaidoiries et tout. Aujourd'hui, quel bilan? Est-ce que vous êtes satisfait, vous, en tant que partie prenante, en tant que partie civile? Est-ce que aujourd'hui, vous affichez votre satisfaction par rapport au déroulement de ce procès-là? D'abord, je pense que depuis d'abord le début des événements, en 2009, on suit de près ce procès. L'OGDAS, hein? Oui, l'OGDAS suit de près parce que, comme vous le savez, l'OGDAS a participé à la documentation des violations des droits de l'homme qui ont été commises au stade. Ensuite, évidemment, elle a accompagné les victimes. Elle a travaillé avec des partenaires pour la mise en place d'un programme d'assistance judiciaire. Évidemment, on vient de loin. Et quand on déposait plainte dans ce dossier, personne n'y croyait quand même que ça pourrait aboutir un jour à un procès. Donc évidemment, à une certaine égard, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction sur plusieurs volets dans ce dossier, et surtout sur le procès. Pour moi, le premier motif de satisfaction dans ce procès, c'est le fait quand même que ce procès, qui pour nous s'inscrit dans la construction de la mémoire collective, se tient en présence de l'ensemble des accusés qui sont incriminés et qui étaient poursuivis dans ce dossier. Même si évidemment... Pas de l'ensemble des accusés, il y a un certain, c'est Alpha Amadou Baldé. Je pense qu'il a bénéficié d'un non-lieu selon, en tout cas... Non, ils sont non, là-bas, on l'appelle souvent. Okay. Alpha, voilà. Il n'y a pas de souci. Entre-temps, Pivi... Oui, ben, Pivi était là, Pivi a été jugé dans ce dossier. Et même si par après, évidemment, ce qui est arrivé le 4 novembre, mais il a été jugé, c'est pourquoi vous allez voir, le tribunal va se prononcer sur son cas lors du verdict. Ça, c'est une évidence. Donc, je pense que, même si le procès ne nous a pas permis de connaître toute la manifestation de la vérité dans ce dossier, à raison notamment de l'attitude des accusés qui ont, en tout cas, opté pour la négation systématique des faits, pour moi, j'ai dit, il y a des motifs de satisfaction sur plusieurs volets dans ce procès. Le premier motif de satisfaction, comme je l'ai dit, c'est le fait que le procès s'est tenu en présence des accusés. C'est quelque chose à laquelle nous tenions, parce que, vous savez, ce sont des accusés pas les moindres. C'est une première quand même qu'en Guinée, qu'on organise un procès de ce genre en présence des accusés, y compris un ancien président de la République. C'est ça. Et le deuxième motif de satisfaction pour nous, c'est le fait que, quand même, que ce procès a permis aux victimes de venir, en tout cas, s'exprimer et de dire ce qu'elles ont vu et vécu ce jour, et en tout cas de se libérer, parce que c'est un fardeau pour elles. Donc le fait pour elles de venir témoigner, pour nous tout ça quand même, c'est un motif de satisfaction, parce qu'aujourd'hui, je vous apprends qu'il y a des victimes qui ont dit à l'issue de leur témoignage que même si elles mouraient aujourd'hui, elles partiraient avec un cœur léger. Donc pour nous, ça fait partie des motifs de satisfaction. Évidemment, tout n'a pas été rose dans ce procès, dans la mesure où il y a encore des zones d'ombre dans beaucoup de cas, notamment sur la question des disparus. De fausses communes. De fausses communes. Le procès va se terminer sans qu'on ne sache où sont les fausses communes. Malheureusement, ça va rester une des zones d'ombre, une des insuffisances par rapport à ce procès, dans la mesure où nous le regrettons quand même fort malheureusement qu'il n'y a pas eu de transport judiciaire, notamment au cimetière de Cameroun, même alors que même le parquet avait sollicité cela. Et le cimetière de Faban. Et évidemment, il y a plusieurs endroits qui avaient été ciblés ou qui abriteraient des fausses communes. Malheureusement, il n'y a pas eu de transport judiciaire. Mais je pense que quand même, il y a des motifs de satisfaction. Parce que l'autre aussi motif de satisfaction par rapport à ce procès, c'est le fait que quand même c'est un procès qui a été médiatisé. Et parce que pour nous, au-delà du tribunal, c'est l'ensemble de l'opinion nationale et internationale qui va se faire une idée, qui va se faire un avis par rapport au massacre du 28 septembre. Donc tout ça participe à la construction de la mémoire collective. Et tout ça, pour nous, participe aussi à l'éducation aux droits de l'homme, mais aussi à une manière de prévenir des éventuels aussi, en tout cas des acteurs qui, demain, en fait, pour nous, ça permet d'amener le dirigeant d'hier et d'aujourd'hui, de prendre conscience quand même que quand on est aux affaires, il y a des choses à faire, il n'y a pas de choses à faire. Avant de donner la parole à Amadou, on va aller sur le terrain, retrouver. On a voulu réaliser un micro-trottoir pour voir ce que certains citoyens pensent de ce procès-là. Mais il y a un cas qui a attiré mon attention. Un monsieur qui s'est présenté à mon micro comme une victime des événements du 28 septembre, mais qui n'a pas voulu aller au tribunal pour faire sa, si vous voulez, son témoignage, pour donner sa version des faits. On va l'écouter pour connaître ses raisons. Après, on entendra votre commentaire sur la question. Donc, on va écouter ce citoyen. Moi,
à commence à moi-même d'abord. Pourquoi je ne suis pas présenté là-bas? Pour que les témoignages pour des victimes. Ce que je vis là-bas, on ne peut pas tout dire. Mais le projet, il manque un peu. Il manque un peu. Moi, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé dire que il ne fallait pas, parce que je n'ai que même les photos. Il ne fallait pas t'aller faire représenter, tu vas lui dire quelque chose ou bien je dis non, je n'ai pas besoin. Je suis victime. C'est pour cela que je vous dis de tousser ici là. Là où je vous dis de tousser là, c'est ici là. C'est dur, hein? Bon, ça c'est le fusil. Un coup de fusil qu'ils m'a tapé avec là-bas. Ils ont caché toutes mes caméras là-bas. Il y a même de mes amis qui sont courir ici à cause de l'image de le 28 septembre. Il est à France actuellement. À cause de l'image de le 27 septembre. Mais on ne peut pas tout dire. Donc, quelle impression vous avez par rapport au procès là? On sait que les débats se sont achevés, bientôt le verdict. Le procès, ça manque beaucoup. Le procès, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup, le procès. Mais vous pensez que toutes les vérités n'ont pas été dites? Non, c'est pas dire. C'est pas dire. Encore, les jugements ne partent pas comme nous on souhaite. Comme nous on souhaite, c'est pas passé comme ça. Hein? Même Dadis, c'est lui qui était président de la République de ce pays-là, dans ce temps-là. Lui-même, ce qu'on a vu qu'ils sont incarcérés, c'est pas comme ça. Il est ancien président. Il est ancien président de la République là. Il ne fallait pas incarcérer avec les citoyens. Lui, il fallait mettre dans un bâtiment, surveiller, garder. Il faut le faire. Donc vous dites que vous n'êtes pas satisfait? Ça manque beaucoup. Le défaut 1, c'est envoyer un exemple seulement. Un ancien président d'un pays, on le met avec leurs citoyens, on les juge en même temps, en même endroit, en même temps. Comment ça? Ça s'est bien passé dans votre pays. Moi, je pense dans mon autre, ça ne peut pas bien passer. Sinon, Dadi Sama, on va lui donner un minimum de respect. On requiert le moment des 28 septembre, c'est lui qui a le président. Attrapé. Donc vous étiez au stade? Dans ce stade. C'est pour cela que je vous montrer mon épaule. C'est pour cela que je vous montre, je vous dis de toucher vous-même, vous voyez. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé témoigner? Non, je n'ai pas besoin. Il y a beaucoup qui m'ont appelé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé de ça. J'ai dit non, je n'ai pas besoin. Je ne vais pas. L'état là, c'est ma mère qui m'a fait soigner ça. En Tunisie, que c'est parti pour ici là. Sinon, je vais mourir. Parce que tous les sangs qu'il m'a tapé avec le fils ici, tous les sangs, il est allé combrer dans mon ventre. Mais c'est comme Dieu, dans ce temps-là, ma mère, il a de moyens. Il m'a aidé, c'est parti à Tunis pour me soigner. Mais qui vous a tapé? Hein? Non, c'est les militaires. Ça, c'est les militaires. Oui, M. Sall, vous avez écouté cette personne qui se présente comme étant une victime des événements du 28 septembre. Il m'a dit qu'il était photographe, il était au stade. Mais vous avez suivi sa réticence. Au-delà de sa personne, est-ce que vous, en tant qu'organisation de défense des droits humains, on sait qu'il y a des victimes, non, qui peut-être n'ont pas accepté de venir parler. Tout à fait. Après les événements, à l'OGDH, on avait recensé plus de 1000 et quelques victimes. Évidemment, comme vous le savez, ce ne sont même pas toutes les victimes qui ont accepté d'être identifiées et recensées. Ça pour diverses raisons. Et notamment, par exemple, quand on prend les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, elles avaient quand même, en tout cas, cette crainte pour la protection de leur foyer. Il y a aussi des victimes qui ont décidé, et en tout cas, de garder leur histoire pour elles-mêmes. Elles refusent de témoigner devant qui que ce soit. Je pense qu'il faut respecter cela. Et c'est tout à fait normal aussi que si les gens refusent de témoigner, qu'on ne les oblige pas à témoigner. Donc nous avons ce genre de scénario que nous avons enregistré, même avec les victimes avec lesquelles on travaille. Il y en a qui sont venus témoigner uniquement avec nous et disent qu'elles ne passent pas devant un tribunal pour des raisons qui leur sont propres. Il y en a qui ont refusé même de venir s'identifier dans nos organisations. Je pense que cela, ce n'est pas une surprise pour moi que cette personne refuse de témoigner. Il a ses raisons, notamment la plupart d'entre elles, je pense que c'est pour des raisons de sécurité. Parce que, comme vous le savez, la majorité des acteurs, en tout cas, qui ont perpétré les événements du 28 septembre, sont encore à liberté. Ils vivent parmi nous. Et quand on faisait l'accompagnement judiciaire, la plupart des hauts gradés qui sont jugés aujourd'hui étaient encore à liberté, occupés de hautes fonctions. Donc il y a quand même cette question de sécurité qui révélait souvent.
Et ce qui fait que vous ne pouvez pas obliger les gens, quand elles pensent qu'elles ne sont pas en sécurité, d'aller témoigner et pour qu'ils puissent aller témoigner. Ok, Madou. Oui, l'autre problème, c'est vrai que tout à l'heure, Lamine l'a souligné, on a écouté une des victimes, une des supposées victimes dans ce procès-là, parce qu'on ne peut pas prouver qu'il a été victime. Ouais. Mais on a reproché cela, notamment à l'AVIPA, à l'OGDH, de ne pas envoyer les vraies victimes. Bon, selon les citoyens, je me mets à la place des citoyens. Oui. Ils estiment que des avocats. Ils estiment que les vraies victimes n'ont pas été à la barre pour s'expliquer, pour apporter des témoignages. Comment vous comprenez tout cela? Deuxième question pour que vous enseignez, c'est par rapport au passage des 11 accusés à la barre. Il y a eu certains qui sont laissés aller, qui quand même ont dit, selon eux, leur vérité. Je vais nommer là Toumba, Marcel par après qui s'est rétracté, qui selon lui est venu dire la vérité. Il y a d'autres qui sont restés dans une ligne de défense. Ils sont restés dans la défensive. Oui. Pas prêts à dire quoi que ce soit. Ils ne sont pas impliqués dans l'affaire. Comment à l'OGDH vous avez suivi tout cela? Ben, quand on revient sur la question de victimes, encore une fois, si vous avez bien vu, évidemment c'est une question qui revient tout le temps. Écoutez, nous travaillons avec des victimes que nous avons identifiées il y a de cela plus de 10 ans. Il y en a d'ailleurs même certaines parmi elles qui sont décédées. Ouais. Et quand d'abord le procès est arrivé, il y avait plus de 700 victimes qui sont enregistrées au niveau de la VIPA, l'association de victimes, parce que au départ... Qui étaient prêtes à parler? Plus de 700 victimes qui sont enregistrées au niveau de la VIPA. Okay. Donc comme nous sommes dans un procès pénal, le tribunal ne pourra pas entendre tout le monde. Donc évidemment, il a fallu quand même une stratégie de travail de notre pool d'avocats qui a travaillé sur la liste de toutes ces victimes, où il y a eu des réunions, plusieurs réunions qui ont été organisées, où on a sélectionné celles qui sont allées témoigner, et les avocats ont pensé quand même que les personnes qui ont été sélectionnées pour aller témoigner répondaient à la stratégie judiciaire mise en place par elles. Donc, je comprends la frustration de celles qui n'ont pas témoigné, mais nous sommes dans une procédure judiciaire, et l'objectif c'est de gagner le procès, et pour le faire, il faut travailler avec les avocats qui ont de l'expérience, qui pratiquent les tribunaux, et la sélection s'est faite dans cette logique. Et concernant les victimes, maintenant, évidemment, les accusés, comme je l'ai dit, c'est tout à fait regrettable, quand même qu'ils s'inscrivent tous dans une logique de négation systématique de faits, excepté certaines parmi eux, quand même, qui ont plus ou moins parlé. Je parle notamment de Toumba, qui a quand même fait beaucoup de déballages. D'ailleurs, comme vous le savez, la plupart de ces déballages ont contribué justement à l'ouverture de nouvelles informations judiciaires qui ont débouché à l'inculpation de nouvelles personnes dont les dossiers sont en instruction. Justement, là aujourd'hui, la question qui se pose, à quand la clôture de l'instruction des dossiers qui sont en cours, à quand le procès de ces personnes? Parce que donc il y aura un autre procès encore. Mais, tout à fait, parce que évidemment le procès là il est terminé. Donc il faut aujourd'hui qu'on clôture l'instruction des deux, parce qu'il y a au moins 2 dossiers en instruction. Il y a un dossier dans lequel il y a uniquement le colonel Bienvenu Lama. Il y a un autre dossier où il y a Gono Sangaré et je pense 6 autres personnes. Et donc ces dossiers sont en instruction. Aujourd'hui, il faut qu'on clôture l'instruction de ces dossiers et qu'on situe aussi ces dossiers pour qu'on sache si ces personnes aussi doivent être renvoyées devant le tribunal criminel pour que ces personnes soient jugées. Et donc il pourrait y avoir un second procès, indépendamment de ce procès, dont le verdict est attendu le 31 juillet. Et comme vous le savez, nous sommes en première instance et la décision du tribunal pourrait être frappée d'appel par toutes les parties au procès qui ne seront pas satisfaites de cette décision. Cela veut dire une requalification des faits pourrait déboucher à un autre procès. Ce n'est pas requalification ou pas. Réqualification ou pas, le verdict, le tribunal va rendre un verdict et les parties au procès, quand je parle de parties, je parle des parties civiles, je parle du parquet et les avocats et la défense. Si en tout cas, s'ils pensent qu'ils ne sont pas satisfaits de cette décision, ils vont faire appel de la décision. D'accord. Et l'autre aspect qui a quand même inquiété plus d'un, nous savons que la VIPA, c'est votre allié, hein, on va le dire comme ça, votre allié, votre jumelle, en quelque sorte. Ça, c'est la jumelle de l'OGDH. Beaucoup n'ont pas compris le fait que Damas Mahou, qui a longtemps lutté pour la tenue de ce procès, qu'elle ne soit pas venue à la barre pour témoigner. Alors, l'OGDH, comment vous aussi vous avez compris cette stratégie de la VIPA?
Encore une fois, ce n'est pas une stratégie d'AVIPA. C'est une stratégie judiciaire qui a été définie par le pool d'avocats. Et comme vous le savez, nous avions un pool de 8 avocats internationaux et nationaux, dont le coordinateur national était Maître Alphamad Desba. Et vous avez vu par exemple au niveau national, il y avait Maître Alimatou Kamara, Maître Gilberton Kamara, et Maître Aboubakar Sidiki Kamara, Maître Souadou Haribou. Et parmi les avocats internationaux, il y avait Maître Martin Pradel, Maître Drissa Traoré, et donc qui sont venus, qui ont parti. Donc c'est les avocats qui ont travaillé sur la stratégie judiciaire. Évidemment, Mme Asmaou, c'est l'une des personnalités les plus importantes dans ce dossier parce qu'elle a été de tous les combats, en Guinée comme à l'extérieur. Évidemment, c'est une victime parce qu'elle a perdu son fils au stade. Vous pensez qu'elle devait parler, non? Permettez que vous avez posé la question. D'accord. Je l'ai dit encore, c'est les avocats. C'est les avocats qui ont défini la stratégie judiciaire. Évidemment, c'est les avocats qui ont décidé qui devait témoigner à l'audience. Et si vous prenez Mme Asmaou, c'est une victime indirecte parce qu'elle n'était pas au stade. C'est son fils qui a été tué au stade. Est-ce que Mme Asmaou, peut-être en venant témoigner, elle pourrait apporter beaucoup plus d'éléments sur les événements du stade? Donc comprenez la logique, c'est ce que je dis encore, les avocats, ils ont misé sur une stratégie judiciaire qui leur permettait de gagner ce procès. Et c'est sur cette base, la sélection des personnes qui sont venues témoigner à l'audience. Et ce qui a aussi frappé les observateurs, c'est ces deux collectifs de partis civils. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le collectif de Maître Dess et le collectif de la CPI, comme appelait certains. Je vais parler du collectif de Maître Amédou. Je pense que le plus important dans ce procès, c'était de travailler pour obtenir justice pour les victimes, que ce soit 2 collectifs ou 3 collectifs. Tous ces collectifs ont travaillé et pour obtenir justice pour les victimes. C'est ça le plus important. Et le reste, je pense que ce sont des questions, des détails sur lesquels il ne faudrait pas insister. Dès au départ, vous avez parlé de la sécurité des victimes. Tout à fait. Est-ce que cela est de mise? Est-ce que cela aussi n'a pas poussé certaines victimes à ne pas venir au procès? Mais je l'ai dit encore une fois, à Avipa, il y a plus de 700 victimes. Mais sauf que le tribunal ne pouvait pas entendre tout le monde. Vous avez vu, en tout, on a entendu 106 victimes, ici de 2 collectifs. Et évidemment, donc, comme je l'ai dit, il y a des victimes qui ont décidé qu'elles ne pourraient pas témoigner pour des raisons qui leur sont propres, notamment pour des raisons de sécurité. Et lorsqu'une victime décide qu'elle ne veut pas témoigner, vous ne pouvez pas l'obliger à venir témoigner. Ça, c'est une évidence aussi. Il faut respecter sa décision. Mais il y a le procès. Oui. Il y a l'avant-procès. Tout à fait. Non, il y a plutôt l'après-procès aussi. Tout à fait. Est-ce que vous y travaillez par rapport à la sécurité des victimes? Ça fait partie quand même des préoccupations que nous avons toujours élevées, avant, pendant et même après le procès. Et même moi qui vous parle. Et à plusieurs reprises, moi j'ai reçu beaucoup de gens qui m'avertissaient, fais attention à toi, tu communiques beaucoup sur ce procès, attention, attention. Évidemment, et cette question de sécurité, c'est une question qui revient régulièrement. Et nous avons rencontré le ministre de la Justice à plusieurs reprises pour discuter de cela. Et je pense que nous continuons aussi à travailler pour notre propre sécurité. Même nous avons notre propre stratégie de sécurité entre nous, nos organisations. Nous avons aussi un dialogue avec les autorités dans ce sens. Et pour le moment, alhamdoulilah, il n'y a pas en tout cas péril à la demeure. Et donc nous osons croire quand même que ce climat va continuer. Parce que quand même, il faut qu'on accepte ce qui s'est passé le 28 septembre, fait partie de l'histoire de la Guinée. Et les Guinéens ont le droit de savoir de ce qui s'est passé le 28 septembre. C'est pourquoi et nous attendons par rapport à ce verdict, nous attendons que ce soit un verdict qui est à la hauteur, en tout cas, des attentes du peuple de Guinée. Vous attendez à ce que le tribunal suive les réquisitions du parquet? Écoutez, nous sommes dans un procès historique où on parle de crimes de masse qui ont indigné au-delà de nos frontières. Donc nous attendons du tribunal de rendre une décision à la hauteur de ce procès. Et en tout cas, pour que plus jamais ça aille dans ce pays. Alors, vous avez dit que vous êtes resté sur votre faim, hein, puisque toutes les vérités, aujourd'hui, les gens disaient, même Maître Amédou disait que lui, il est convaincu que ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans le box des accusés qui seraient capables de commettre de tels crimes. Mais voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur votre faim? Parce que l'essentiel, c'est pas seulement condamner. Mais par rapport à quoi? Par rapport à tous les présumés auteurs de ces événements. Oui, mais évidemment, mais quand même, ce n'est pas... Vous savez, évidemment, il faut regretter quand même que pendant les enquêtes préliminaires, il y a eu beaucoup d'insuffisances. Mais je pense que ça fait partie des points positifs
aujourd'hui, il faut féliciter le CNRD quand même sur ce volet. Il a fallu quand même de la volonté politique pour organiser ce procès. Et évidemment, et ce procès, pour moi, son mérite, c'est d'avoir permis d'ouvrir un procès sous des crimes de masse commis par une junte militaire pendant une transition militaire. Et ce procès est ouvert dans une autre transition militaire organisée par une autre junte militaire. C'est pourquoi pour nous, ce procès sonne comme une espèce de rupture entre deux régimes militaires qui permettrait à la Guinée d'aller de l'avant. Donc évidemment, même si le procès ne nous a pas permis encore de voir toute la vérité, mais quand même le procès nous a permis de lever le coin de voile sur beaucoup de choses qui s'est passées le jour du 28 septembre et le jour suivant. Oui. Alors, parlant de l'OGDH, beaucoup de critiques parfois. On a suivi la plaidoirie de certains avocats qui qualifient l'OGDH d'une organisation partisane. Certains même sont allés jusqu'à remettre en cause votre statut de partie civile dans ce procès. Oui, mais je pense que c'est des bonnes guerres. C'est des avocats, ils sont, vous savez, dans la logique de défendre leurs clients. Écoutez, tout au début, et je pense que les mêmes avocats avaient récu nos constitutions de partie civile, mais le tribunal est passé outre à l'ouverture du procès, vous vous rappelez très bien. Donc après, ce sont les mêmes avocats qui continuent, ils s'attaquent à l'OGDH, ils s'attaquent à la VIPA, ils s'attaquent à la FIDH, on s'attaque au bureau du procureur de la CPI. Donc, évidemment, et sans étayer les arguments, pour nous, ce n'est pas une première quand même que l'OGDH soit traité d'organisation d'appendice de l'opposition. Mais vous savez, même vous les journalistes, parfois, on vous qualifie de cela parce que vous êtes proche de tel parti politique ou que vous êtes appendice d'un tel parti politique. Mais le plus important dans notre travail, c'est de faire le travail en toute responsabilité et de manière professionnelle. Et c'est ce que le GDS continue à faire depuis 2009 dans ce dossier. Et nous continuerons à le faire pour obtenir justice. Parce que, comme vous le savez, quand on a engagé quand même cette action en 2009, personne n'y croyait. Mais il a fallu batailler non seulement sur le plan national devant la justice guinéenne, batailler au niveau international, à la Haye, à Bruxelles, à New York, pour en tout cas mener des actions de plaidoyer, pour que ces partenaires puissent aussi nous aider à pousser au niveau national, et justement avec le soutien de l'Union européenne qui a accompagné tout ce processus aussi, pour que les victimes obtiennent justice. Donc nous, sincèrement, ce sont des choses sur lesquelles je n'aime pas trop m'attarder. Ce n'est pas la première fois qu'on nous entend. Écoutez, les gens sont allés jusqu'à dire que c'est le travail de l'OGDH que la commission d'enquête internationale s'est approprié et a transcrit dans son rapport. Ben vous imaginez la commission d'enquête des Nations Unies, vous la qualifiez de partisane. Donc, vous voyez, je pense que ce n'est pas important de répondre à de telles accusations parce qu'elles ne sont pas fondées. Oui, la dernière question, Dans la phase plaidoirie-réquisition, il y a une étape qui a surpris plus d'un, notamment dans les rangs des partis civils. C'est la plaidoirie de maître Alcine Aïssata. Maître Aïssata qui a carrément disculpé un certain Toumba et qui a sollicité son acquittement. Qu'est-ce que l'OGDH, qu'est-ce qui a poussé cet avocat-là, selon vous, à adopter, ou c'est une stratégie des avocats? Si vous permettez, maître Alcine Aïssata ne faisait pas partie de notre pool d'avocats. Donc à ce titre, je ne voudrais pas commenter sa plaidoirie, parce que voilà, ça ne regarde que lui. Il ne fait pas partie de notre pool d'avocats. De l'OGDH? Non. Il relève de... Il ne fait pas partie de notre pool d'avocats, c'est la seule chose que je sais. Il n'est pas des partis civils? Non, est-ce que lui, c'est pas un électron libre alors? Puisque je ne pense pas s'il appartient au collectif de Maître Amidou. Ou bien il est membre du collectif de Maître Amidou. Sincèrement, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je vous assure que je ne sais pas il appartient à quel collectif. La seule chose que je sais, c'est que Maître Alcine Aïssata n'est pas membre de notre pool d'avocats. Donc sa plaidoirie ne nous engage pas. Et en tant que chargé de comité de l'OGDH, quelle analyse en tirez-vous? Je l'ai dit encore, vous voudrez me pousser à commenter vraiment. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Vous défendez les victimes. Oui. Et quand un avocat de l'une des parties civiles se permet de solliciter l'acquittement d'un des accusés, et non des moindres dans ce procès-là,
Et quand même, vous devez dire un mot, vous devez prononcer un mot. Non, je dis encore une fois, si vous permettez, je ne voudrais pas commenter sa Ça, non, quand même. parce qu'il On ne va fait pas se quitter partie comme de- ça. Non, non, avocat, tu vas et pas donc, l'obliger quand même. Non, je ne Voilà, l'oblige pas. Hein, c'est pas... Je le relance. Notre avocat qui a fait le job. Et donc, nous restons focus sur cela. Maître Alcine Satan n'a jamais appartenu à notre pool d'avocat, donc je ne voudrais pas commenter sa plaidoirie parce qu'elle ne nous engage pas. D'ailleurs, Maître Pépé Antoine Lama ne l'a pas raté. Hein.